Oui, et bizarrement, on a enlevé des choses assez basiques, des Ouais, choses de ouais. toilette et Ah, ils avaient chaud. Et puis ils voulaient aller aux chiottes. on Bon, peut comprendre ça. on va parler de tout ça à ce magazine et il y aura un 15 minutes de débat à la fin sur les nouvelles d'Haïti. Euh, Et c'est quoi le sujet le sujet pour pour le les... débat? Oui, Oh, le palais national. ah oui. Ou la brigade. Et on peut avoir deux, hein. On peut en avoir deux. La reconstruction du palais national, on fait ça nous-mêmes ou on demande de l'argent? C'est ça la question. Et deuxièmement, euh, brigade de vigilance pour assurer la sécurité. Êtes-vous d'accord avec ça? On va essayer de voir ça à la fin de l'émission. Voilà. Je pense que tu devrais prendre tes casques en main. Ok, bah, Bon, sois à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'essaie de se communiquer les noms des gens pour Madame Coco. Je vais essayer de me... Ok, mais Caroline Toupin et puis Sophia aussi. Mais, tiens, il y a un stylo. Si tu Et veux mon dire son ne ça. va pas, il faut que je lance ça. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. InTexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est peut-être qu'on va reprendre maintenant. Ouais. Encore une fois, bonjour mesdames et messieurs, on est de retour. Jean Marc, on rentre en plein pied dans le sujet. Oui, tout à fait. On va vous parler de cette campagne Engagez-vous pour le communautaire. Ça, c'est depuis, comme on vous l'avait dit, depuis le vote du budget provincial ici au Québec. Et les organismes communautaires, il y a un consortium d'organismes communautaires, Jean Etium, qui lance une campagne sur à peu près 2 à 3 ans, en tout cas, pour forcer le gouvernement à rétablir le financement de ces organismes communautaires. On parle de milliers d'organismes Oui. communautaires qui ont des manques à gagner énormes afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Oui, oui. Alors, on a causé avec Mme Caroline Toupin, qui est la porte-parole de cette campagne qui s'appelle « Engagez-vous pour le communautaire ». Et elle va nous dire, Jean Etium, c'est quoi ça représente le manque à gagner pour le secteur communautaire aujourd'hui? On l'écoute tout de suite. Ouais. Oh, petit souci technique. Ça joue pas. Ça joue ou pas? Oh, le Chanel. Rapidement, là, c'est autour de 5-6 000 $ par organisme. Nous, on considère que notre besoin réel, c'est de 475 millions, un investissement de 475 millions. Ce que le gouvernement nous a proposé cette année, dans le budget 2018-2019, c'est 22 millions. Donc, l'écart est quand même très élevé. Là. On couvre à peine 5 % de nos besoins cette année. Voilà. Mme Caroline Toupin qui nous parlait justement du manque à gagner dans le secteur communautaire. Et il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés par cette question, par ces coupures dans le budget, hein, Jean Etium. C'est quel secteur, par exemple? Oh! Il y en a beaucoup. Ben, elle a parlé de nous, Ouais, les médias. oui. Et ça, tu peux comprendre comment il est important d'avoir un soutien financier pour des médias communautaires comme Intexto, comme Radio regarde Centre-Ville, comme Radio Centre-Ville. Justement, tu es en train de trouver l'argent ailleurs parce Ouais. que là, ça ne marche pas. Ouais. Et c'est des structures comme structures communautaires qui n'ont pas la même
force de frappe qu'une entreprise privée qui investisse des millions et qui trouve différentes façons de faire rentrer de l'argent. On écoute de nouveau Mme Toupin sur les secteurs qui sont touchés. Les médias communautaires sont parmi les plus mal pris dans le secteur de l'action communautaire autonome, je dirais. Les plus mal pris, c'est les groupes en environnement qui ne reçoivent plus aucun financement. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème au niveau environnemental, on le sait, au contraire, les problèmes augmentent, mais le financement a été retiré complètement des groupes environnementaux. Les groupes en défense collective des droits, ceux qui défendent les droits des gens qui vivent des injustices, de la discrimination, sont parmi les moins bien financés. Mais je dirais qu'en général, tout le monde a de la misère dans le milieu communautaire. Il y en a qui sont plus mal pris que d'autres, mais tout le monde a de la misère. Voilà. C'est Caroline Toupin, porte-parole de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui nous parlait de ce manque à gagner par rapport au dernier budget provincial ici au Québec. Alors, on va rester dans la même veine. Oui, dans la même veine. Dans la même veine. C'est pas fini. On va parler maintenant, justement, pour vous expliquer ça dans le concret. Nous avons rencontré au moins 2 organismes communautaires, notamment qui font dans l'aide aux demandeurs d'asile, aux nouveaux arrivants qui cherchent de l'emploi et tout ça. Et il n'y a pas longtemps, l'été dernier, les demandeurs d'asile, notamment haïtiens, commençaient à arriver en masse ici, Jean-Étienne. Ouais. Et maintenant, ces organismes communautaires, je parle bien de CJE Bourassa Sauvé, ici à Montréal-Nord, parce que nous émettons depuis Montréal-Nord, on vous le rappelle, depuis la Chambre de commerce de Montréal-Nord. Et il y a aussi Impulsion Travail, qui sont 2 organismes qui viennent en aide au CJE Bourassa Sauvé aux 15-35 ans et Impulsion Travail 30 ans et plus qui aident les nouveaux arrivants. Alors, ces gens-là manquent d'argent pour embaucher des gens, des spécialistes qui pourraient aider les demandeurs d'asile qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas la réalité d'ici. Et qui ont besoin de support pour leur apprendre comment chercher du travail. Eh bien non. Et on va écouter un reportage qu'on vous a préparé à ce sujet. C'est le reportage sur le demandeur d'asile, c'est ça? C'est ça. Oui, absolument. Oui. Bien, en fait, le faire... Puis avec le soutien de l'arrondissement de Montréal-Nord, on est allé chercher du financement au binôme. À défaut de Québec, c'est le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal qui vient en aide financièrement aux organismes qui accompagnent les demandeurs d'asile dans leur recherche d'emploi. À Montréal-Nord, c'est Impulsion Travail qui a la charge de réaliser ce projet pilote qui vise à accompagner une 50aine de demandeurs d'asile en vue de trouver du travail. Le nouveau programme de formation débute le 26 février et il y a un certain nombre de critères à respecter. Christine Gay. Il faut que la personne ait plus de 30 ans, qu'elle soit demandeur d'asile, bien entendu, qu'elle parle français, puis qu'elle ait son permis de travail. Parce que l'idée, c'est qu'on ne veut pas créer d'attente chez des gens si on n'a pas encore obtenu leur permis de travail. Ça va être une déception pour eux, ils ne pourront pas travailler. Il faut qu'ils parlent français aussi. Oui, et comment qu'on fait ça? C'est également avec nos partenaires. Vous demandez quel niveau de français? Parce qu'il y a plusieurs niveaux quand même. Il faut que la personne soit en mesure de suivre les ateliers, donc de comprendre verbalement qu'est-ce qui se passe. Puis, on travaille également avec des partenaires là, pour de la francisation. On peut référer les gens à SAMX, au Centre Jean-Paul Lemay. Dans le cadre de ce financement, Impulsion Travail pourra aider environ 70 personnes à obtenir leur permis de travail aussi. Selon Ahmed Hussein, le ministre fédéral de l'immigration, environ 10 000 permis de travail ont été délivrés en date du 10 janvier dernier à des immigrants irréguliers. De janvier à novembre 2017, le Canada a reçu plus de 45 000 demandeurs d'asile. Près de la moitié, soit 22 775 demandeurs, s'établissent au Québec. Paradoxalement, on fournit un permis de travail, mais la personne n'est pas employable à court terme, vraisemblablement. C'est le grand paradoxe. C'est au-delà de ça qu'on aimerait pouvoir agir et intervenir. Philippe Cambedouzou est coordonnateur au Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa Sauvé. Cet organisme qui vient en aide aux 15-35 ans
ne reçoit aucune aide de la part ni de Québec ni de la ville de Montréal actuellement. Pourtant, près de 200 demandeurs ont déjà frappé aux portes de CJE Bourassa Sauvé. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est la vocation d'universalité des services. Donc quand un demandeur d'asile se présente ici, c'est sûr qu'il ne peut pas être intégré dans un programme gouvernemental, notamment un programme d'emploi Québec. Il ne rentre dans aucun cadre pour lesquels nous recevons des financements et pour lesquels nous pouvons dégager des ressources humaines spécifiquement pour cette cause-là. Malgré cela, nous, on offre des services, on offre des prestations, on accueille la personne, on essaie de la référer, de lui indiquer un cheminement adéquat. Il reste que une personne un demandeur d'asile qui dispose d'un permis de travail, il aurait besoin, mais massivement, d'un accompagnement à plus long terme, d'un accompagnement plus spécialisé, plus professionnel, plus spécifique. Mais cette universalité des services ne s'applique pas chez Emploi Québec en ce qui a trait aux personnes sans statut régulier. Les organismes communautaires se sont maintes fois essayés, confirme Christine Gay de Impulsion Travail, mais... La porte s'est fermée rapidement, même si le besoin était là. Jusqu'à présent? Oui. Puis là, maintenant, avec le binôme et l'arrondissement, ça fonctionne. Pourtant, Québec participe à... Ah, mais là, c'est compliqué. Là, on rentre dans des games politiques. Qu'est-ce que le fédéral fait? Qu'est-ce que le provincial fait? Puis là, c'est des games un petit peu trop hautes pour nous, là. Fait que c'est pour ça que je dis que j'ai été étonnée. Puis on est bien content de pouvoir accompagner des personnes demandeurs d'asile. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais aussi demandeur d'asile. Richard Biroko est aujourd'hui conseiller en emploi à CJE Bourassa Sauvé. Il connaît bien la réalité des demandeurs d'asile et sait très bien comment s'y prendre pour obtenir de petits succès. Dans les gens qui sont arrivés récemment, moi j'ai accompagné plusieurs personnes, mais parmi ces personnes, j'ai 4 personnes qui ont pu obtenir un emploi directement à partir de cet accompagnement. Donc, oui. Donc ça c'est très important parce que même si on ne nous donne pas ces moyens, mais les gens... On prend le temps et puis il y en a qui ont été placés en emploi. Donc je pense que c'est quand même... Malgré une absence flagrante de moyens. Et les gens qui souhaitent participer au projet pilote réalisé actuellement par Impulsion Travail n'ont pas besoin de débarquer dans ces locaux. Il importe de mesurer d'abord votre admissibilité par téléphone, indique Christine Gay. On appelle dans un premier temps pour vérifier si on est admissible. C'est Doris qui fait l'accueil, donc qui réfère les gens au bon service. Et la personne qui est responsable du projet, la conseillère en emploi, c'est Zineb. Fait que tout le monde est prêt, tout le monde est en place. Donc les gens n'ont pas besoin de débarquer ici. Dans un premier temps, il faut d'abord appeler pour vérifier si on est admissible. Ça, c'est la première chose à faire. Et à quel numéro? 514-327-1663. 514-327-1663. 514-327-1663. Oui. Voilà, c'est ça le numéro pour rappeler. Oui. Et voilà. On a bien écouté... Oui, ce reportage-là au sujet des organismes communautaires qui ont du mal à aider les demandeurs d'asile à trouver un emploi, faute de financement adéquat, justement, à Montréal-Nord. Et il faut noter, Jean-Étienne, que la plupart, sinon selon les acteurs du milieu, 75% des demandeurs d'asile qui sont arrivés récemment sont à Montréal-Nord. 75%, c'est énorme, hein? Oui, c'est beaucoup. Ouais. Et ils habitent à Montréal-Nord, ils viennent à Montréal-Nord parce que déjà, il y a une communauté haïtienne importante ici à Montréal-Nord. Donc, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Absolument. Et ils ont tendance toujours à venir dans des régions ou des quartiers où il y a déjà des Haïtiens, des gens qui leur ressemblent. Et parlant de demandeurs d'asile, on a notre ami en ligne. Oui, François. Allô, bonjour François. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument. OK. Absolument. Alors, c'est la chronique de François Jean-Denis, chronique sur l'immigration. Oui, c'est très bien. Je vous suis et je trouve que le format est très, très bien. Ça nous permet d'être informés de tout ce qui se passe à Montréal et puis en Haïti, notre pays. Alors, je vous félicite d'abord pour cette initiative. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais intervenir, mais je peux vous dire déjà, partager avec vous quelques nouvelles. Oui, allez-y. Pour les salutations, tu as déjà pris 1 minute sur les 5. Oui, alors, vous parliez de demandeurs d'asile. C'est sûr que c'est un sujet
qui préoccupe beaucoup de secteurs. Actuellement, au niveau de la commission de l'immigration, surtout la section de la protection des réfugiés qui traite les dossiers, comme on sait, c'est une situation extrêmement compliquée parce que on ne peut pas gérer toutes ces demandes. Il y a des dates d'audience qui ont été changées, les gens attendent pendant longtemps et la situation devient de plus en plus inquiétante parce qu'il y a d'autres personnes qui continuent à arriver. On a vu dans les reportages qu'il y a eu plus de 700 personnes qui sont arrivées pendant le congé pascal. Chaque semaine, il y a beaucoup de personnes qui arrivent. C'est sûr qu'il y a des organismes qui font beaucoup d'efforts pour essayer d'intégrer ces gens-là. Mais ce n'est pas suffisant parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut voir le dossier de façon en profondeur. Ça veut dire que vous regardez c'est quoi l'avenir de ces gens-là, c'est quoi la possibilité pour ces gens de rester au pays. Parce que jusqu'à présent, on parle d'un taux de 10% de réussite, à peu près de façon générale. Alors, et de plus en plus, le gouvernement utilise les premières personnes qui sont arrivées comme des cobayes. Ça veut dire que pour décourager les autres, ils pensent pouvoir décourager les autres à ne pas venir. À ce moment-là, on va appliquer une méthode très salée, très dure. Et à ce moment, on va refuser les gens. François, François, j'ai entendu dire qu'il y a des gens parmi ceux qui sont arrivés, parmi les premiers qui sont arrivés l'été dernier, qu'on commence à refouler déjà. Est-ce que vous dirigez Vision Max Service, qui donne des services en matière d'immigration? Est-ce que vous en avez parmi vos clients qui sont dans la situation? Oui, je n'ai pas beaucoup de clients sur ça, mais j'ai presque une dizaine. Et je sais qu'il y a d'autres cabinets qui ont beaucoup d'autres clients, surtout les cabinets de l'aide juridique, où la majorité de ces gens-là ont été avec ces représentants, ces avocats, tout ça. Mais ce qui arrive, c'est que, oui, le processus est en branle, parce que lorsque quelqu'un fait une demande d'asile, gouvernement et job, c'est que la personne a une mesure d'interdiction de séjour, automatiquement. Si la demande est refusée, alors il revient, la personne peut faire une demande, elle peut aller en appel, mais si maintenant l'appel est refusé, automatiquement, le dossier est transféré à l'Agence des services frontaliers du Canada, et c'est eux qui déterminent, mais à n'importe quel moment, ils peuvent décider de convoquer la personne et de lui demander de quitter le pays. Alors, moi, je pense que il faut aller aussi, il faut faire un débat de société sur la situation, je dirais, qu'est-ce que comme communauté on peut faire également, parce que les gens, ils sont venus, c'est sûr qu'on ne les a pas encouragés à venir, ils sont venus parce que c'est une situation difficile. Le gouvernement peut faire beaucoup d'efforts et pour les dissuader, ça n'arrivera pas parce que imaginez des gens qui sont aux États-Unis depuis 15 ans, depuis 20 ans, des gens qui ont vécu là-bas. Alors, vous leur dites de retourner dans leur pays qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils ne connaissent plus. Alors, c'est ceux qui ne vont pas retourner. Et le territoire le plus proche des États-Unis, c'est le Canada. Oui, alors, avec les frontières. Oui, avec les frontières. Ça veut dire que de toute façon, les gens vont continuer à venir. Alors, le gouvernement ne peut pas les accueillir, mais la communauté haïtienne devrait faire quelque chose parce que nous ne sommes pas comme toutes les autres communautés parce que nous avons une histoire avec le Québec, une histoire avec le Canada et on va en élection. On devrait, comme communauté, s'organiser, se mettre debout comme un seul homme et dire que nous voulons des considérations parce que c'est clair que la commission de l'immigration ne va pas accepter tout le monde. Non, ça c'est l'activiste François Jean-Denis qui embarque. Bon, et écoutez, parce que... Comme autre nouvelle, dans 2 minutes. On a appris, on a appris la triste nouvelle pour le Chili. Oui, absolument. Et le président Piñera a déposé un projet de loi. Désormais, on va donner un visa, on demande un visa à tous les Haïtiens qui veulent aller au Chili. Ça ne coulera plus à flot, là. Mais oui. Ça ne coulera plus à flot. Non, le visa va être d'une durée de 30 jours. Oh, wow, ok. 30 jours. Et
on ne pourra pas rester au-delà des 30 jours. Voilà. C'est tout le temps qu'on avait, François. De toute façon, de nouvelles comme ça, on va en avoir tous les jours avec toi. Merci beaucoup. Et je rappelle que François Jean-Denis dirige Vision Max Service, qui est un cabinet qui donne des services en matière d'immigration et autres également. Merci François. Merci et puis bonne continuation. Merci beaucoup. C'est une pause pub maintenant, Étienne. On revient tout de suite. Un événement évangélique gigantesque s'en vient à Montréal. Les femmes de la mission apostolique des Assemblées des Saints organisent une semaine de réveil et 3 jours de conférences sous le thème « Le rôle de la femme au sein de l'Église » du jeudi 19 au lundi 30 avril 2018 inclusivement. Chrétiens, fidèles, frères et sœurs, bien-aimés serviteurs de l'Éternel, en foule, venez au 8350 du boulevard Saint-Michel voir et entendre pour la première fois à Montréal le couple prophète-prophétesse Abraham S. et Yudlin Madet. Séance de guérison, de délivrance, soirée d'adoration, de louange, dans la présence de Dieu pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Information 514-679-89-32. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. Alors, Jean, on revient. Oui, on revient pour parler d'Haïti cette fois, les nouvelles d'Haïti. Le Palais national, je te le demandais en début d'émission, Jean-Étienne, serais-tu prêt à justement donner un petit 2 pour ça? Pourquoi pas? Je suis haïtien et ça me ferait plaisir de contribuer moi aussi si ça peut aider à la construction du Palais national. Parce que vous vous souvenez, le 12 janvier dernier, Jovenel Moïse, le président haïtien, avait posé la première pierre de construction, de reconstruction en tout cas du Palais national, qui nous a été légué par les Américains, je vous le rappelle, et qui s'est effondré le 12 janvier 2010, lors du tremblement de terre, et en Haïti. Et c'est vraiment un palais national qui nous représentait, qui nous identifiait, et on ne l'a plus comme fierté depuis 2010. Et il y avait René Préval qui n'a pas pu reconstruire ça. Ensuite, Michel Martelly, il n'a pas pu reconstruire. Et un troisième président depuis ce tremblement de terre, Jovenel Moïse, veut reconstruire le palais national. Et là, il veut vraiment que ce soit les Haïtiens eux-mêmes qui reconstruisent le palais, avec des petits 2. Hier, d'abord, il y a une étude de faisabilité de la reconstruction au même endroit qui était en cours. Et aujourd'hui, on est arrivé à une phase où on doit donner des experts, même des experts américains qui étudiaient le sol où se trouvait le Palais national pour savoir est-ce que ces coins-là, comme là où se trouve le Palais national, jusque vers l'aéroport de Port-au-Prince, l'aéroport Maïgaté, est-ce que par rapport aux normes parasismiques, est-ce que ça répond aux normes? On va écouter l'ingénieur Fritz Joseph, justement, qui va nous parler de ça, de la faisabilité de la reconstruction. Et ensuite, on va écouter le président Jovenel Moïse. Mais d'abord, Fritz Joseph. Gouvernement. Petit souci technique. Bien sûr, étude ça, c'est une étude qui pourra le confirmer. Premier résultat qui était
une étude qui était faite déjà par l'Université du Texas et d'Arkansas sous projet ça, avant même que nous avons commencé l'étude par nous. Alors, l'université a trouvé que son site qui était classé C selon norme IBC, International Building Code. Classé C. Le classé CA, ça veut dire que IBC gagnait plusieurs classes de sol qui entraient dans la norme. Donc, classe A, c'est pour milieu rocheux. Classe BA, nous gagnons dans la zone, la boule, comme ça. Classe CA, nous gagnons ici. Avec zone aéroport, nous gagnons classe CA. Qui nature de terrain qui est de classe C? Nature de terrain, ça, en tout cas, c'est une nature de terrain qui, en partie, argileuse. Il gagne en descendant là, on rencontre plusieurs couches. Nous avons des couches qui c'est argile, nous avons des couches qui c'est argile marneuse, nous avons des couches qui c'est argile limoneuse, jusqu'à profondeur 30 mètres que nous atteignons déjà là. Ça veut dire qu'il y a Alors, oui. Alors, c'est un ingénieur spécialiste de cette question qui, justement, parlait de cette étude de faisabilité de reconstruction du Palais national. Et Jovenel Moïse était présent et a évoqué, justement, a fait la promotion de ce mouvement de levée de fonds pour la reconstruction du Palais national. Il appelle la population haïtienne à participer. Il n'y a même pas d'abord, il n'y a pas de compte de banque dédié à ça. Il va falloir, on est vraiment au balbutiement, au tout début de ce projet-là. Mais il n'arrête pas d'évoquer cette question-là depuis le 12 janvier. On va écouter le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Qui va l'ouvrir à partir de ministère des Finances qui travaille pour comment, pour respecter la loi. Qui permet de nous rendre compte que tout le monde a participé, même gens, jeunes dans la Cité Soleil qui ont 10 000 gouttes là, jeunes dans la commission jeunesse qui ont 250 000 gouttes, chaque ont 25 000 gouttes par département. Ça veut dire nous commençons à gagner cob, mais nous pour un côté pour nous déposer. C'est pour ça que nous avons pris une décision pour prendre un arrêté qui va permettre que il y ait un compte qui fait dans la banque pour qu'il y ait transparence dans le monde pour garder pour qui ça fait parce que l'État prend charge. Et là, nous dit l'État prend charge, le laboratoire national aujourd'hui, c'est pas seulement l'équipement. Après le tremblement de terre, l'État haïtien, à travers la faculté des sciences, a un groupe d'ingénieurs qui était parti, qui a une formation, qui a un niveau doctoral. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça, en géosciences qui sont dans le pays. D'ailleurs, nous avons une formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences, côté n'a formé de... Moi-même, personnellement, je suis la caméra pour tout ça gagne. Je ne veux pas prendre l'aria pour demander avec le gouvernement, avec le chef de la police, avec le ministre de la Justice, avec DDO, pour y marrer Anel, pour peuple village, peuple cité plus ça. Anel, est-ce que vous avez zone Anel, c'est évadé. Et où c'est venu dans le village, nous avons ici. Qui l'a arrêté? Voilà, on change de sujet. Ben oui, sans transition. Hein? Sans transition, on revient justement sur, après le Palais national. On va directement à Grand-Ravine pour voir... À Grand-Ravine, oui. Manifestation hier de la population pour demander aux autorités d'intervenir. Mais le problème, c'est que la police était intervenue. Ça fait quelques mois là-bas. Et il y a eu un carnage. Et les Nations Unies, les étrangers s'en sont mêlés. Oui. Hein, vous vous souvenez? Oui, oui. Ça a provoqué même une réaction assez mordante du ministre haïtien des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, qui disait à la mission de l'ONU en Haïti, mais de quoi je me mêle? Vous n'allez pas nous dire quoi faire alors que vous, côté choléra, vous n'avez pas dédommagé vos victimes haïtiennes. On se rappelle bien de cette histoire. Mais là, maintenant, c'est la population qui appelle la police à intervenir. Il y a même un député de la 3e circonscription, Printemps Bélisère, qui, justement, c'est un député de la 3e circonscription qui s'occupe de Grand-Ravine aussi. Donc, c'est son comté, en fait. Et qui appelle la police à mettre sur pied ce qu'on appelle du renseignement. Ah oui. OK? Et ça, c'est... Normalement, le renseignement, c'est un outil indispensable pour le travail de la police. Oui. Et pour éviter des carnages comme ça, lui, il propose un service de renseignement de la police afin d'éviter des dommages collatéraux au sein de la population. Mais comment régler cette affaire-là, finalement?
il y a une avocate haïtienne spécialisée en criminalité, Youdline Chériza Quelqu'un que je connais Joseph. personnellement. Ah, que tu connais. Ah oui, c'est la femme de Néhémie Joseph à Ougonaïve. Ah, génial. Ben oui. Génial. Bon. Et elle revient avec cette idée tellement ancienne. Ça, c'est une idée qui date de 86, ça. Ouais. Hein, vous vous souvenez, les fameuses brigades de vigilance? Ouais. Même en 90, après le premier coup d'État. C'est ça. Il y avait des brigades de vigilance. On s'organisait. Comment ça se passait? C'était pas des policiers ou des indiques de la police, ni rien du tout, aucune formation. Mais il y a des groupes de gens qui se relayaient la nuit pour surveiller le quartier. Et elle évoque cette question-là, mais bien avant d'arriver à cet aspect-là, ce qu'elle dit, Madame l'avocate Joseph, Youdline Joseph, c'est que il faudrait... D'abord, on va écouter ce qu'elle dit pour régler cette question-là, parce que c'est très délicat. Les chefs de gang fonctionnent un peu comme les... C'est les tribales, c'est comme les... Non, comme les dealers de drogue, comme Pablo Escobar. Mm-hmm. Oui, Pablo Escobar, il était très aimé dans son quartier. Ben oui. Vous vous souvenez? Parce que c'est comme quand il y a un vide, comme on dit souvent, la nature a du vide. Les gens ont besoin de support, ils ont besoin On va écouter justement Madame Joseph qui a mené une étude sur cette question-là, les gangs en Haïti et le fonctionnement de ces gangs-là par rapport à la population. Dans des quartiers, où j'ai des brigades de vigilance qui, c'est eux-mêmes qui assurent la sécurité dans le quartier. Donc, c'est l'autre dimension encore, côté que moun sa yo pas forcément des chefs gang, mais c'est deux mondes que zone nan attribué à eux même pour certaines capables de légitimité pour eux capables et assurer sécurité et reste monde dans la population. Ouais. Mais moun sa yo Valérie, yo détenteur de pouvoir dans zone nan. Je pas, yo détenteur de pouvoir. Dans cadre qu'on y a un travail que de vie et de mort, hein, de vie et de mort. Voilà. Dans cadre d'un travail qu'on a fait vraiment pour capable intervenir dans la question et sécurité, sur question sécurité, moun sa yo faut qu'on implique là-dedans parce que yo gagné contrôle on sait de paramètres dans zone nan que l'État pas gagné. Voilà. Oui, Youdline Chériza Joseph qui parlait justement de cet aspect de brigade de vigilance qu'il faudrait ramener, selon elle, une question d'assurer la sécurité. Mais ce qu'on vous disait tantôt, sa compréhension, son étude, le résultat de son étude par rapport à la criminalité et au fonctionnement des gangs de rue, on va écouter de nouveau Madame Joseph. Il y a deux chefs de gang qui sont très généreux, Valérie. Là, il y a un rançon partagé avec des pères de famille qui ont des gens qui à l'école, qui partagent pour payer ferme là qui finit. On va comprendre que la population, ça lui-même, ils viennent trouver qu'on est là dans une situation. Prise en otage, c'est des otages. Voilà, ils viennent comme si c'était une prisonnier de situation. C'est des résignés. Mais c'est encore. Voilà, il résigne le tout parce que, en quelque sorte, chef gang n'a qu'on vient considéré comme un bon papa. C'est ça. Dans la zone. Donc, son situation qui a assez et ça, c'est le côté le plus dangereux de la chose. Voilà, le plus dangereux de la chose. Maintenant, le pour intervention à cette dans quartier ça yo, non seulement moun sa yo servi capable de dire et d'informateur pour chef gang yo, de cachette mais aussi yo, c'est la caille, c'est yo même qui cherche cachette pour moun sa yo. Tout à fait. Mais bon, l'autre aspect qui est aussi dangereux tout, Valérie, on intervention que doit planifier et puis côté le planifier, chef gang nga t'en connaît. C'est ça me le dit, oui, justement. Il t'en connaît que à telle intervention qu'elle fait, etc. Mettez à ça Valérie configuration zone configuration yo côté que pas gagner accès zone enclavée maintenant pas de moyens pour machine la police arriver et dans série de zones et puis le temps pour la police arriver yo ka gen temps prendre yo te fait yo te prépare un guet-apens et puis yo ka gen temps et prend la police ça veut dire faut population dimanche là devine l'église. Alors on l'avait annoncé au début de l'émission. Je ne sais pas si tu as d'autres points à ajouter par rapport à cette question de gang que Mme Chériza a expliqué. On laissera ça pour les commentaires qui s'en viennent. Ben oui. Là, on va faire la transition à cette histoire de pompiers. On en a parlé au début de l'émission. C'est quoi l'affaire au juste, Jean-Numa? Ça a l'air qu'il y avait des problèmes de chiottes, des problèmes de chaleur, des problèmes de je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est une caserne de pompiers qui a été légué à Haïti par les Américains tout récemment, caserne flambant neuve.
et une caserne à Croix-des-Bouquets, une caserne à Carrefour Dikini. Là. Ouais. 2 casernes, Ouais. il n'y a pas longtemps. Alors que le Canada, depuis bientôt 5 ans, proposait à Port-au-Prince de reconstruire la caserne de Port-au-Prince qui s'est effondrée justement lors du tremblement de terre. On parlait d'effondrement du Palais national. La caserne des pompiers de Port-au-Prince aussi. Et le Canada avait un budget d'à peu près 3 millions pour reconstruire celle de Port-au-Prince. Il fallait relocaliser ça, mais le gouvernement haïtien n'avait jamais identifié l'espace, le terrain pour faire ça. Même Régis Labaume, le maire de Québec, il s'est fâché, il a dit non, on participe plus. Ça se comprend. Ouais, la ville de Québec devait participer à ce projet-là, en termes de services en tout cas, de pompiers, de ci et de ça. Bref, pour vous dire que même la caserne de Croix-des-Bouquets, flambant neuve, donnée à Haïti par les Américains, ça a été cambriolé dimanche dernier. Des gens sont entrés dans la caserne, on ne sait comment. Alors qu'il n'y a même pas 2 ou 3 mois, on a eu des incendies assez importants encore qui se répètent à Port-au-Prince. C'est ça le marchés, le marché en fer, le marché Hippolyte. Écoute, c'est quasiment à chaque semaine qu'on entend un incendie qui a éclaté à tel endroit ou ici et ailleurs, mais on n'a pas de service de pompiers dans la capitale Port-au-Prince. C'est dommage, on est en 2018. On va écouter un sapeur-pompier, justement, qui voulait garder l'anonymat par rapport à son nom, mais qui déplore, justement, que des gens soient entrés dans la caserne. Ils ont volé les WC, vraiment, ils ont volé des climatiseurs, ils ont dévalisé ça, ils ont laissé tout simplement le bâtiment, là. Dimanche, on devine l'église. Pendant l'église, et puis nous-mêmes, ça fait pompier, nous avons créé un groupe. Parce que exactement, nous sommes censés pas le travail dans la base là. On ne peut pas l'air au prenant, parce que c'est dimanche là, pendant l'église, et puis l'autre soldat qui allait dans la base là, pendant l'événement dans la base là, l'arrivée. Mais avant ça, on parle de dimanche passé, le soldat qui est à l'envers, les rivers en l'air, les joignent, avec tout le bazar qui gagne, ils joignent les bases là, ils font l'autre barré qui ne fait pas des bases là. Ils ne fait pas des bases là, ils sa propre nettoyage. Ils fait mais le barré. Ils nous joignent, partenaires joignent, ils joignent pour un bon antil là. Dans le bon barrière, ils retirent un bon que la gâte, que la bête en plein dedans. Là, vérifier, ils retirent un bon en barrière, ils prennent, pour la gâte. Qui ça que vous prenez? Mais exactement ça, pour le moment là, ça vous prend tout climatisé. Tout climatisé, ni devant, ni derrière. Vous climatisez, ils rentrent dedans, et nous avons des matelas, ils prennent dedans, et après ça, vous prenez un bol toilette, après ça, il y a le coup dans la génération, ils démontent la génération, ils crasent la génération, ils rentrent, ils prennent la batterie de génération. Et c'est dommage, Jean-Numa. Oui, absolument. Alors, on va revenir tout de suite, mais pour le moment, on va prendre une très courte pause, et puis on vous revient tout de suite, mesdames et messieurs. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética, multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética, multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética Multi-I 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique Multi-Ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Nos infos. Avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM.
Bonjour à tous, puis on revient pour faire la dernière ligne droite de l'émission, Jean Humard. Ben oui, c'est la partie que tu aimes le moins ou... Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça, mais je sais que les auditeurs sont très intéressés à entendre les débats. Tu l'avais annoncé tout à l'heure, on va parler on va faire les commentaires sur la construction du Palais national. Oh, on a deux sujets, petits ou grands, je ne sais pas, mais deux sujets, la reconstruction du Palais national ou la brigade de vigilance pour colmater cette escalade d'insécurité en Haïti avec les gangs de Grand Ravine, Martissan et tout ça. On entend moins parler de Cité Soleil en cette matière, sinon que des jeunes de Cité Soleil, un jeune en particulier, qui a donné 10 000 gourdes pour la reconstruction du Palais national. Alors, on va essayer de... C'est carrément un changement de paradigme du côté de Cité Soleil. On va quoi, Jean-Étienne? On va essayer de faire sujet par sujet. D'abord, commençons avec le Palais national. Quel est ton point de vue par rapport à ça, toi? Après, je vais faire mes commentaires sur la reconstruction. Je pense que c'est nationaliste comme initiative, comme idée, de demander à des Haïtiens de contribuer à reconstruire le Palais national. Mais est-ce que c'est dans un État, est-ce que c'est la meilleure façon de contribuer? Ici, par exemple, ici au Québec, on paye des taxes et des impôts. Le gouvernement ne fait pas de levée de fonds pour reconstruire une autoroute ou des choses comme ça. Et là-dessus, c'est justement le point que j'allais souligner. Là, on peut dire qu'on voit la chose de la même façon, au moins. Parce qu'on est d'accord que c'est normal qu'on puisse faire nous-mêmes Oui, ça fait quand même 8 ans que le palais n'existe plus. Mais la façon de faire, est-ce que moi, la façon de faire, pour moi, c'est du pur folklore, sincèrement. C'est du théâtre, ça. Parce que, écoute, si vous voulez construire votre palais, vous n'avez pas besoin d'aller promener votre bol. Non, je ne sais pas. Écoute, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une bonne chose que Port-au-Prince ne tente pas son bol bleu auprès de l'étranger. Ça, on est d'accord là-dessus. Ça, on s'entend. Mais la façon de faire... Mais maintenant, vous avez des taxes... Dans un État classique, dégagez un budget, dégagez un budget, planifiez votre chose. Depuis 2010, l'État haïtien n'a pas été capable, j'ai failli dire on n'a pas été foutu, mais je veux être gentil, n'a pas été capable de dégager un budget de reconstruction pour le Palais national. Un budget qui proviendrait des taxes. Il faut dire aussi que dans la mentalité haïtienne, les gens ne s'attendent pas à payer des taxes et des impôts. Ça, c'est un problème. Ça pourrait être fait. En même temps, il y a beaucoup de gaspillage aussi. Oui. Et de plus en plus, je crois que les gens payent de l'impôt. Que la DGI, la Direction générale des impôts, réussit tant bien que mal à augmenter son assiette fiscale. Et depuis 2010, on est en 2018, ça fait 8 ans là. Ben oui, ça fait 8 ans, on n'a pas pu dégager un budget. Je vais essayer de finir la ligne d'idée que j'avais par rapport à ça. Je vais juste rappeler que je suis d'accord qu'on puisse nous-mêmes faire cette construction. C'est notre palais, c'est notre emblème, etc. Mais la façon de faire pour moi, c'est du pur folklore. Par le simple fait que vous êtes un gouvernement, vous voulez construire votre palais, vous ne traînez pas je ne sais pas, à faire un levée de fonds pour construire le palais national. Je ne comprends pas ce truc-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Imagine que, d'ailleurs, je n'ai pas les détails pour le moment, imagine que les gens n'arrivent pas... C'est nouveau quand même. Imagine que les gens n'arrivent pas à collecter le montant qu'il te faut pour construire le palais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, OK, on voulait bien le faire, mais on n'arrive pas à le faire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes un gouvernement, vous voulez prendre votre responsabilité, prenez-le correctement. Oui, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant qu'un jeune de Cité Soleil ait pu donner 10 000 gourdes. Ça, c'est un aspect intéressant parce que la perception... Moi, j'ai travaillé à Cité Soleil à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de choses qu'on vend aussi dehors. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de misère, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens positifs qui font des choses intéressantes, toujours à Cité Soleil. Ouais. Mais on a toujours tendance, c'est comme Haïti, il y a plein de choses positives qui se passent. Mais on vend toujours l'image négative à l'international. J'imagine que c'est la même chose à Cité Soleil. Il y a beaucoup de choses intéressantes aussi qui se font à Cité Soleil, comme l'exemple de ce jeune qui a pu contribuer, trouver
10 000 gouttes à Cité Soleil pour un autre jeune. groupe qui a donné 25 000, je crois. Donc, je parle de ce jeune particulièrement. Ça doit être un effort sur son économie. On sait que ce n'est pas facile là-bas. C'est un geste vraiment intéressant à apprécier. Alors, brigade de vigilance, pour ou contre? Moi, je suis... Bon, d'abord, je vais expliquer comment je comprends cette affaire-là. Ouais. Quand j'entends Mme Cheriza, que je connais, comme je disais, qui a beaucoup de compétences, moi, j'ai étudié le droit au Gonaïve. Elle était là. Elle n'était pas mon professeur, mais elle était là. Je connais bien le personnage. En train de dire aux gens qu'il faudrait faire le brigade de vigilance pour se protéger, c'est un cri d'alarme énorme, dans le sens où c'est comme si on n'a plus d'État, on n'a plus la capacité de faire la chose nous-mêmes. Il va falloir qu'on s'organise. On a plus personne qui puisse nous protéger. Comme criaient les gens de Gravine, ils identifient même les bandits, ils demandent à la police d'intervenir. Et c'était ça le contexte de brigade de vigilance. Rappelle-toi bien, quand la première fois qu'on faisait les brigades de vigilance en Haïti, c'était pratiquement dans des contextes de chaos, là où il n'y avait plus de gouvernement. Il n'y avait pas de police. Ben oui. Pourquoi l'armée, on faisait pas trop confiance à l'armée. Exactement. On venait de sortir d'un coup d'État. Et c'est ça. Ou le départ, tout simplement, de Jean-Claude Duvalier. Regarde, mais là, on a un gouvernement en place, on a une police qui a plein d'instructions, on est en train de faire, entre guillemets, on ne va pas trop interniser là-dessus, une armée. Et vous me dites, comme spécialiste du droit, qu'il faut faire le brigade, je suis un peu perdu. Oui, je m'attendais à entendre ça de quelqu'un, d'un simple citoyen, tu vois. Écoutez, en même temps, on n'a pas assez de policiers pour 10 millions d'habitants en Haïti. Mais il y a un manque de ce côté-là. C'est clair. C'est clair. Mais aller vers des brigades de vigilance, c'est aller vers des risques énormes aussi d'exaction sommaire, d'exécution sommaire, disons, et d'exaction aussi grave par rapport à des gens possiblement... bon, c'est qui va juger de ça? C'est qui ces gens-là? Ben oui, les âmes circulent partout. Ça? Moi, je ne t'aime pas trop. Et puis le soir, là, je rentre chez toi, tu es l'adversaire ou le bandit de mon quartier. Et tu es exécuté. C'est la preuve que, comme société, on a un problème grave d'assurer notre sécurité de manière correcte et classique à travers une police ou une police avec un service de renseignement. Moi, je crois, avec des indices. C'est ça qu'on appelle... Est-ce qu'elle a proposé ça ou bien elle a dit que les gens s'organisent pour faire ça comme l'État est un peu... En tout cas, elle l'a évoqué, hein, vous l'avez entendu. Moi, en fait, elle l'a évoqué, mais je ne pense pas qu'elle a dit qu'on doit revenir avec ça. Ah ben pourquoi l'évoquer? Ben, elle explique que les gens dans les zones soi-disant de non-droit où il y a beaucoup d'insécurité, ils s'organisent pour faire ça autrefois. Ouais, mais elle pose deux problèmes. Elle dit que les gangs fonctionnent comme les Pablo Escobar, dans la mesure où ils sont devenus des seigneurs, des dieux très aimés dans leur quartier parce qu'ils donnent de l'argent à des pères de famille qui les protègent lors de débarquements policiers, par exemple. Mais en même temps, elle parle de brigade de vigilance. Moi, je ne comprends pas. Parce que ces gens-là sont payés par les gangs. Ces gens-là qui devraient constituer les brigades de vigilance des pères de famille dans ces quartiers-là, ils sont payés par les gangs. Alors, il va y avoir une espèce de petite guerre civile dans ces quartiers aussi. C'est clair. Bon, j'ai mis quand même un petit bémol parce que si j'avais la possibilité d'écouter ça dans toute son intégralité, dans le contexte qu'elle a dit ça, j'aurais peut-être des positions plus fermes. Là, je ne comprends pas trop qu'on puisse proposer les brigades de vigilance encore en Haïti alors qu'on a une police, une force policière, on a une armée qui est en train de se construire. La question reste pendante pour moi, même si j'admets que, à mon sens, ce n'est pas la meilleure solution de faire des brigades de vigilance en Haïti actuellement. J'en ai marre. Bon, il nous reste... Il est 7h57, madame, messieurs. Le temps passe, hein? Ouais, ça passe vite. 1 heure. On me disait que c'était pas assez, mais je refusais de croire ça. Il va falloir tout simplement qu'on s'organise mieux. Hein, ah oui, on n'a pas le choix. Hier, on a eu beaucoup plus de soucis techniques. Oui, ça s'améliore. Il y en a un petit peu encore, mais... on vous promet de tout régler encore une fois et on a réglé beaucoup de soucis techniques. On s'organise mieux. 3e émission. Hein. Ouais. Je vous rappelle que vous écoutez le magazine Nos Nouvelles, hein, que intexto.ca vous apporte sur les ondes de radio
Centre-Ville, le 102.3 FM que vous écoutez. Nous sommes en direct aussi sur Facebook. Ah oui, et puis nous ça va allons être différé sur WhatsApp. Oui. Et aussi sur YouTube. Bientôt, on va commencer à uploader. Oui, on va être sur YouTube. Et étant donné que notre radio web aussi, sur laquelle on ça va venir très bientôt. Cuisine, ça va venir très bientôt. Donc, on multiplie les plateformes afin de vous rejoindre tous, parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on soit connectés, qu'on parle de nous, qu'on parle de nos enjeux, de ce qui nous concerne, de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi, pourquoi pas. Oui, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut en parler. Alors là, j'allais juste faire un point rapidement avant de finir par rapport au radio web. L'avantage que nos auditeurs auront, c'est qu'ils pourront écouter même la reprise de l'émission le matin, le soir, sur le site de la radio, tranquillement. Si vous avez raté l'émission le matin, le soir, tu te rends sur le site tranquillement et puis tu as ton émission. Tu as ton émission, ou tu vas sur YouTube, tu peux voir les images aussi. Les images qui sont en direct sur Facebook, ou écoutez sur WhatsApp. Il est 7h59, ici Jean-Dumas Goudou et Jean-Étienne Dorsan. Ça a été un plaisir. Et nous émettions depuis la Chambre de commerce de Montréal-Nord, donc... on n'est pas si loin. Ah non, on n'est pas si loin. Intexto vous apporte tous les matins, donc, c'est ce magazine d'information des nouvelles d'Haïti et des nouvelles des Haïtiens d'ici. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir. On va se retrouver demain. Merci, au revoir.